Lorsque l'on évoque la ville de Limoges, immédiatement un mot vient à l'esprit, porcelaine. Et pour cause, la ville est considérée comme la capitale des arts du feu, ces pratiques où l'on utilise du feu, de la chaleur, pour transformer des matières minérales en objets précieux. Et bien avant la porcelaine et les vitraux, la ville fut au Moyen-Âge le plus important centre de production en Europe d'émaux. Avec nos invités, nous n'allons cesser de relier le présent au passé, comprendre comment un savoir-faire ancestral peut être mis au service d'une modernité. Cap sur Limoges, les arts du feu, le feu sacré. Il y a peu de villes françaises qui peuvent s'enorgueillir d'être connues dans le monde entier. Limoges doit sa réputation à un matériau luxueux et fragile, la porcelaine. Pour découvrir les secrets de sa fabrication, nous partons à 20 km de Limoges, dans un endroit connu des seuls initiés. La fabrique est une manufacture qui existe depuis 1825. Dans ses 3000 m² d'atelier, elle travaille en sous-traitant pour des clients prestigieux ou de grandes marques de luxe. Alors Eric, tout le monde se pose la question de la matière première, comment on fait de la porcelaine? Et alors en fait, tout vient de cette mixture, de cette galette. Et oui, là-dedans, il y a le fameux mélange savant du fameux kaolin. C'est ce qui va donner la translucidité du produit, parce que la porcelaine est translucide. Mais avec que le kaolin, on ne peut rien faire, c'est un fondant. Donc il faut des feldspaths, des roches dures, des pegmatites, des argiles et du quartz pour donner de la résistance mécanique. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas dur, donc ça va se prêter à la fabrication de formes. Voilà, au calibrage, je dis bien au calibrage, de la poterie. Parce qu'après, si on veut un crémier, un sucré, une pièce de forme, on va prendre cette même matière et on va la délayer. On va la mettre sous forme liquide, appelée barbotine. Cette pâte est versée dans des moules afin d'obtenir la forme désirée. Une assiette, une tasse, un plat ou encore un pot de fleurs. Puis des mains expertes ajoutent les pièces manquantes. Ici une anse, là une poignée. Vient alors le temps de la première rencontre avec le feu. Ce feu quasi alchimique qui transmute la matière. Alors très simplement Eric, avant la cuisson, le façonnage, voilà une pièce qui est sèche, qui est en pâte. Et là, une pièce qui a subi une première cuisson à 970 degrés, appelée le dégourdi. On peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de retrait dimensionnel. On est pile poil à la même dimension, pas la même couleur. Quand on est en pâte, on est fragile. Ah oui, on voit bien. Et là, première cuisson qui est sonnant, près de 1000 degrés, et qui, on cherche deux qualités principales, la résistance mécanique, on l'a, et la porosité. Et la porosité, le seul moyen de pouvoir le vérifier, c'est si ça colle, et ça colle à la langue, non. Ça marche. Là, on a la qualité requise pour aller vers l'étape de l'émaillage. Grâce à cette porosité, l'émail va pouvoir pénétrer la matière. La fabrique est un univers monochrome, comme pour mieux souligner la pureté du produit, mais aussi sa fragilité. Le moindre geste effectué de façon insuffisamment précautionneuse, et c'est l'échec. Alors là, Eric, on est dans l'étape essentielle de la porcelaine. Parce qu'on est obligé de le tremper dans un bain d'émail qui est en fait une solution de minéraux, de roches dures, broyées finement. Et l'intérêt, c'est d'aller déposer une couche uniforme de ces minéraux sur l'ensemble de la pièce. Mais l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de coulure, ou minimum. Même si elles sont toutes identiques, chaque pièce est différente. C'est ça qui est bien. Parce qu'il ne peut pas répéter le geste uniformément à chaque fois. Donc en fait, il voit le résultat instantanément. Succession de pièces uniques, quoi. Succession de pièces uniques. Je suis impressionné, hein, bravo.
Là, on vient d'ouvrir le four et on sort de 12 heures de montée en température, c'est sa deuxième cuisson. Mais là, ça y est, la magie de l'art du feu a fait son chemin. Il y a combien de pièces là au total à l'intérieur? Il peut y avoir entre 2000, 3000 ou 4000 pièces. On sent physiquement la puissance de la chaleur quand même. Au four, oui, physiquement, c'est du rayonnement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des gazettes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur... Ça, c'est un support. C'est un support pour faire cuire l'assiette. Et tu ne brûles pas, toi? Bah, il faut le toucher avec... il faut pas appuyer, mais avec l'ongle. Ou, là, oui, alors on est à peu près à 300 degrés. Quel rapport tu as avec cet élément, le feu, qui est quand même un élément primordial dans cet art? J'en ai besoin dans le sens où ça me donne des chocs thermiques. C'est vraiment le cas, choc thermique. Donc ce choc de sensation par la chaleur. Tu utilises le terme choc thermique, mais finalement ce que je comprends, c'est que c'est aussi un choc émotionnel à chaque fois pour toi. Ah, c'est exactement ça, c'est un choc émotionnel, c'est exactement ça, on est dans l'émotion, Si la porcelaine de Limoges est aussi réputée, c'est bien sûr pour sa blancheur, mais également pour la qualité de ses décors. Les pièces les plus exceptionnelles sont peintes à la main par de véritables artistes. Il faut le geste sûr pour poser un filet d'or à l'aide d'un pinceau. Le talent d'un maître décorateur pour peindre ses motifs floraux à main levée. Joseph est l'un des créateurs les plus réputés au monde, 60 ans d'activité, que des pièces uniques. Il faut bien comprendre, Joseph, que vous êtes très peu, en France, et même dans le monde, à maîtriser cette technique de la peinture au pinceau. À quel moment vous avez compris que vous aviez ce don si particulier? À l'époque, je vais vous dire, dans les années 50, on n'avait pas tellement le choix de choisir l'école comme on voulait. Puis ma mère, elle a trouvé que je savais faire du dessin, puis elle m'a mis dans une école céramique. À vous regarder, vous pouvez la remercier, votre maman, parce que vous avez l'air d'être heureux. Hein. Ah oui, mais de toute façon, j'aime beaucoup mon métier. Et, si vous voulez, c'est vraiment un amour pour moi, le métier. Hein. Vous travaillez sur ce qu'on appelle le bleu de Limoges, c'est ça? C'est-à-dire voilà, que la couleur, là, ce n'est pas celle que vous aurez après cuisson. Une fois cuit, ça va être un bleu de four, comme on appelle ici dans le Limoges. Ou un bleu de Sèvres, comme ils appellent ça à Paris, si vous voulez. Vous ne réalisez que des pièces d'exception. Dans vos clients, vous avez qui, par exemple? Pour le prince d'Angleterre, j'ai fait tout un service avec Diana Semaille. Ah, vous étiez donc au mariage de Lady Di de façon indirecte. Voilà. Mais quand ils ont regardé mes assiettes, ils ont vu que c'est moi qui l'ai faite. Hein. Je suis très content quand je fais une très belle pièce. Quand vous voyez que les gens sont contents de ce que vous avez fait, vous avez double satisfaction. L'art de la porcelaine est très longtemps resté un secret jalousement gardé par le peuple qui a inventé sa fabrication 200 ans avant Jésus-Christ, les Chinois. Et il faudra attendre le XVIIIe siècle pour qu'un missionnaire jésuite originaire de Limoges, établi en Chine, perce enfin les secrets de la porcelaine. Dans son rapport, il explique que l'élément primordial est un matériau alors totalement inconnu en Europe, le kaolin. L'histoire aurait pu en rester là. C'était sans compter sans la chance qui va s'ouvrir à un couple vivant dans la campagne de Saint-Yrieix-la-Perche, à 30 km de Limoges. Nous sommes en 1768. Une certaine Madame Darré, bonne ménagère, a pris l'habitude de laver son linge avec une argile blanche légèrement savonneuse qui affleure un peu partout dans les champs. Son mari, chirurgien, flaire la bonne affaire. Et si on commercialisait cette lessive naturelle qui blanchit si bien? Il envoie alors un échantillon à un ami pharmacien de Bordeaux pour analyse. Et là, surprise, il s'agit en fait du fameux kaolin tant recherché par les céramistes. Commence alors en Limousin une véritable ruée vers l'or blanc. Turgot, intendant de la province, comprend très vite que ce kaolin aussi précieux que rare représente une formidable opportunité de développement économique. L'exploitation des mines, puis la fabrication de la porcelaine devient un privilège royal.
Mais c'est au 19e siècle, avec la révolution industrielle, que le blanc de Limoges va conquérir le monde. Le four des Cassons, on peut dire que c'est vraiment une pièce maîtresse du patrimoine industriel de Limoges? C'est le temple des arts du feu à Limoges. C'est un élément incontournable et symbolique de toute l'histoire qui a façonné la ville de Limoges. Il y avait combien de fours comme celui-ci? Je crois que c'est le dernier encore de l'espèce. Limoges en a construit une centaine. On avance souvent le chiffre de 135 fours. Ça veut dire que visuellement, la configuration de la ville, elle était marquée par cette industrie. Il y a un réel urbanisme de la porcelaine à Limoges. Quand une usine s'implantait, c'était un quartier ouvrier qui allait autour, des axes qui se dressaient pour importer les matières premières et pour exporter les produits finis de l'autre côté. Il faut imaginer que sur la Vienne, là, qui est juste à côté, qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là? Il y avait des centaines de milliers de stères de bois stockés sur chaque berge. Sans bois, pas de feu. Sans feu, pas de four à porcelaine. Il faut un peu de temps pour prendre la mesure de l'édifice. En fait, il y a 2 niveaux, c'est ça? La première cuisson nécessaire à la porcelaine se faisait à l'étage et la seconde cuisson, dite cuisson de l'émail, au rez-de-chaussée. C'est très impressionnant, hein. On est à l'intérieur, là. Ici, dans ce four, il y avait les enfourneurs qui apportaient les pièces qui étaient encastées dans les fameuses gazettes. Donc il faut s'imaginer tout cet espace avec des centaines de piles de gazettes, des milliers de gazettes, puisqu'on parlait de 15 000 pièces de porcelaine dans ce four. Donc il faut s'imaginer, on voit d'ailleurs tout autour de nous ici les empreintes que les flammes ont laissées, le feu sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur et les portes qui ne pouvaient être constituées d'autre chose que des briques réfractaires. Il fallait casser la porte à main nue après chaque cuisson, évidemment après un temps de refroidissement. On est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler le fond de cale de l'échelle sociale. Là, on était vraiment payé au lance-pierre et surtout dans des conditions exécrables. On travaillait dans le feu, autour du feu, on respirait des gaz carboniques à longueur de journée. Et on voit ces gaillards qui, en même temps, après, se mettent à porter des objets légers de porcelaine sur des planches. C'est très impressionnant. Tout à fait, les porteurs de planches qui encouraient des risques, évidemment. Une pièce cassée pouvait être retenue sur salaire. Même si tu es né à Limoges, Thomas, tu t'es intéressé à cette histoire finalement assez récemment, il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus? C'est vrai, la richesse de cette histoire sociale, puisque Limoges, surnommée pendant longtemps la ville rouge, c'est un terme qui a été utilisé pour des raisons politiques, avec toute l'histoire syndicale, la naissance de la CGT à Limoges en 1895, les mouvements ouvriers début XXe siècle. Mais à l'origine, ce terme est directement lié à ce grand nombre de fours qui teintaient donc le ciel de façon rougeâtre. Si Limoges et la porcelaine sont à ce point indissociables, c'est bien sûr grâce aux grandes maisons, Bernardaud, Avilande, Reynaud, Degrenne, Royal Limoges. Plus de 70% de la production de porcelaine est encore exportée. C'est au Musée national Adrien Dubouché, qui possède la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges, que nous retrouvons Mathieu Bussereau. Toi qui es créateur et aussi professeur, Mathieu, qu'est-ce que tu ressens lorsque tu rentres dans cette salle dédiée à la porcelaine de Limoges? Eh bien là, on est dans un espace qui montre en fait toute l'étendue des possibilités en termes de forme. C'est-à-dire Limoges, c'est pas juste des services de table, c'est aussi des pièces extraordinaires avec des dimensions hors normes, avec parfois des inspirations qui sont étonnantes parce qu'on voit une pièce qui a 150 ans, on a l'impression qu'elle a été faite hier. Et puis c'est aussi des prodiges techniques. On se demande des fois comment aujourd'hui, si on voulait la refaire, si on voulait la reproduire, est-ce qu'on y arriverait même? Est-ce qu'on aurait encore les savoir-faire et les techniques pour reproduire, par exemple, surtout avec des pélicans extrêmement détaillés, extrêmement fins? Tu le disais, ce n'est pas que des services de table, là aussi, la pureté qui est mise au service de ces visages. Voilà, la qualité du blanc, la finesse, la translucidité, c'est surtout ça les qualités. Mathieu fait partie d'un collectif de designers, Esprit Porcelaine, qui réunit une quarantaine de créateurs. Donc là, il s'agit d'une table consacrée aux objets d'Esprit Porcelaine. Et là, c'est un service que j'ai créé qui est à double paroi, donc qui renferme de l'air. Leurs œuvres bousculent les idées reçues. Alors Mathieu, jamais je n'aurais pensé qu'on puisse faire de tels objets, je vais même dire de telles œuvres d'art avec de la porcelaine. C'est inattendu.
Alors par exemple, ça c'est du papier froissé, travaillé sur des structures de fil de fer qui nous permettent en fait ensuite de les mouler, d'obtenir un moule et de produire des pièces en porcelaine d'une grande finesse, d'une grande translucidité. Ah, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, alors là, en transparence, on l'a vraiment bien. En tout cas, c'est loin de l'image un peu désuète parfois de la porcelaine de grand-mère. Hein. Oui. Là, l'objectif, c'est vraiment de réinventer des nouveaux répertoires de formes avec des techniques complètement différentes. Par exemple, celui-ci, il est intéressant aussi au niveau du procédé qui est modulaire. Donc en fait, chaque anneau a été fabriqué et cuit indépendamment. Et puis on en assemble autant qu'on veut jusqu'à obtenir la hauteur voulue. Tu as une pensée parfois sur les origines de la porcelaine à Limoges, ce savoir-faire à la française qui aujourd'hui vous fait bouger, quoi. Bien sûr que je pense au savoir-faire, bien sûr que je pense à tout ce que j'ai appris des anciens, de ceux qui sont pour certains à la retraite, qui m'ont transmis leur passion, leur savoir, et puis à nous d'en faire de même pour que ça perdure. Limoges, berceau de la porcelaine en Europe, fut aussi la capitale d'un autre art du feu, les émaux. C'est dans le petit hameau de Saint-Hilaire que nous retrouvons une héritière de cette culture millénaire, Léa Chams. Née en Limousin, elle a beaucoup voyagé en Asie, en Afrique du Nord, avant de s'installer ici pour donner vie à ses créations. Bonjour Léa. Bonjour Eric, bienvenue à l'atelier. Au premier coup d'œil, Léa, il y a une évidence qui s'impose. Ton univers, il est coloré. Je suis arrivée à l'émail par la couleur. Parce que vraiment, l'émail, c'est du cristal coloré avec des oxydes métalliques. Et le feu, quand on cuit, ça a une puissance colorée qui est extraordinaire. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire exactement? Là, je suis en train d'émailler une coupe. Je me sers de la spatule pour prendre, comme une petite pelle, pour prendre le cristal. Et l'eau, en fait, me sert juste à faire couler l'émail. Alors en fait, l'émail, c'est cela. Hein. Quand tu dis que c'est pas de la peinture, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'est pas liquide. C'est pas du tout liquide, c'est du verre pilé. Combien de couleurs au total tu peux être amené à apposer sur une coupe comme celle-ci? Des fois, il y a une cinquantaine de couleurs. Mais c'est surtout qu'il y a plusieurs cuissons successives. Là, j'ai déjà 3 cuissons. Et là, je vais la passer une 4e fois et peut-être une 5e. Eh ben, on va venir voir si le four est chaud. J'imagine que c'est bon, là. C'est la bonne température. Ça fait combien de temps qu'il chauffe? C'est bien. 2h30. Allez, on peut y aller. Il y a quelle température à l'intérieur, là? Là, ça doit bien être autour de 900 degrés. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans Ben là, ce four, dans cette chaleur? Là, on entend le métal se dilate. Donc, ça grésille un peu. Donc, le cristal va rentrer en fusion. Et à partir de là, les couleurs vont se vitrifier et vont se mélanger. Tu sais ce qui va sortir du four ou pas? J'espère, mais bon, on peut toujours avoir des surprises. Hein. Là, on va jeter un petit coup d'œil. Oh là, Ouh la vache, là, on sort. là c'est trop. Vous filmez là? Allez-y. Ah, vas-y, là. Il n'y a carrément plus de couleur presque là. Ça va venir. Ah, en fait, c'est incandescent. C'est incandescent, voilà, on ne voit plus rien. Les couleurs, ça devient noir. Et là, elle est un peu trop cuite. Ah oui. Je vois le pelage de l'oiseau se révéler petit à petit, les taches jaunes apparaître dans le rouge. Pour moi, c'est de la magie. Tu le sens comme ça ou pas? Oui. Non, mais moi, je trouve ça magique, de toute façon. Je trouve ça magique, le travail de l'émail. Est-ce que tu penses, quand tu fais ce travail, à tes très lointains prédécesseurs, c'est-à-dire les premiers qui ont fait des émaux en Limousin? Moi, vraiment, ça me fait très, très plaisir de me dire que je suis là, maintenant, au XXIe siècle, et que je prends ma petite part à cette histoire qui est quand même une très belle histoire à Limoges et en Limousin. L'histoire des émaux en Limousin remonte au Moyen-Âge. Le musée des Beaux-Arts, installé dans l'ancien palais épiscopal, possède l'une des plus riches collections au monde. Des objets inestimables.
Le prix de certaines de ces pièces approche le million d'euros. Nous sommes devant quelques-uns des objets, des émaux les plus précieux qui existent. Ce sont des chasses. Qu'est-ce que c'est une chasse exactement? C'est un reliquaire, en fait une boîte dans laquelle étaient conservés des reliques, donc des objets précieux entre tous lors de la fondation d'une église. Et ces objets, généralement, racontent l'histoire du saint dont les reliques sont conservées à l'intérieur. C'est-à-dire que ça raconte réellement une histoire, image après image, voilà, scène après scène. C'est une bande dessinée. Et c'est probablement ce qui a contribué, au-delà de la qualité intrinsèque des objets, au succès très important de ces objets dans toute l'Europe, parce que ces images racontent réellement des histoires et il n'a pas besoin d'être lettré pour comprendre le sujet qui est délivré sur ces objets. Là, il y a une scène quand même qui me semble étonnante. J'aperçois comme une tête dans des mains. De quoi s'agit-il? C'est le miracle. Alors, le nom savant, c'est la céphalophorie, c'est-à-dire Sainte Valérie qui porte sa tête, qui lui a été tranchée parce qu'elle a refusé d'épouser le duc d'Aquitaine. Comme Véronique aime à le dire, le plus grand musée des émaux, c'est en fait le Limousin dans son ensemble. Exemple à Saint-Viance, en Corrèze. L'église abrite un trésor exceptionnel du XIIIe siècle. L'une des chasses funéraires les plus monumentales par la taille et la variété des couleurs. Réalisés en série, ces objets de culte représentent une production d'orfèvrerie incomparable dans l'histoire médiévale. En fait, ces objets sont diffusés quasiment dans toute l'Europe à ce moment-là? Ils sont diffusés dans toute l'Europe. On a des traces en Norvège ou en Islande d'objets limousins qui sont installés dans les églises dès le Moyen-Âge. Et en quantité, on sait à peu près combien d'émaux ont été produits sur cette période du Moyen-Âge? Alors, aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 10 000 objets conservés et on peut imaginer que c'est à peu près un dixième de ce qui a été réellement produit. Donc plus de 100 000 objets. Ah, c'est considérable. Limoges est à ce moment-là dans l'une de ces périodes de prospérité, de rayonnement probablement la plus Ah, importante. très certainement. Sur le plan commercial, sur le plan liturgique, sur le plan religieux, sur le plan politique, puisque Limoges est une ville très importante où sont couronnés les ducs d'Aquitaine, c'est vraiment un lieu tout à fait important. Donc on est là avec une histoire extrêmement riche. Retour à Limoges, au cœur du vieux quartier de la cité, dominé par la cathédrale Saint-Étienne. Nous y retrouvons Léa Chams devant l'une de ses œuvres les plus exceptionnelles, créée avec Alain, Notre-Dame de la pleine lumière, la plus grande Vierge noire du monde. Je la prends par-dessous, c'est ça? Par le côté. Par le côté. Je vais tenir le... C'est très lourd. Ouais. Waouh. C'est très émouvant de la toucher. Je vais lui donner un petit coup de... Je vais essuyer un petit peu la poussière déjà, hein, parce que c'est vrai que comme on la sort très très rarement de son écrin. Vous aviez fait cette création, vous deux, Alain et Léa, en 2009, mais à l'origine, elle n'était pas prévue pour rester. On a été invités pour faire une exposition dans le cœur de la cathédrale. Ça faisait très 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 longtemps qu'on avait envie, Alain et moi, de faire une œuvre un peu exceptionnelle. Dès qu'on l'a installée dans la cathédrale, il y a eu d'un seul coup un vent dans la ville qui a soufflé, où plein de gens se sont dit il faut absolument que cette œuvre reste là. Ça a été vraiment la surprise. Est-ce qu'il y a des petits détails que seul l'artiste connaît, comme les tailleurs de pierre Je crois qu'il y en a un. Il y en a un ici, c'est vrai que plus personne ne voit. On a gravé merci sur la tête de l'enfant Jésus. Et puis il y a une autre chose mais que maintenant tout le monde va savoir, c'est qu'à l'intérieur, j'ai mis un petit livre, pièce unique, sur lequel j'ai écrit une grande prière ou une grande, je ne sais plus, d'ailleurs je ne sais absolument plus ce que j'ai écrit. Que donc personne ne verra. Ce petit livre, il restera tout le temps à l'intérieur. l'intérieur. Il est au niveau de son cœur. C'est très émouvant ce que tu viens de me dire et peut-être que le terme art sacré prend encore plus son sens. Nous, c'était vraiment une histoire de dire merci à cette histoire qui fait qu'on est 2 émailleurs à Limoges, puisqu'on vraiment on s'inscrit dans cette lignée qui vient de tout ce travail d'art sacré. C'est vraiment ça qui fait rayonner Limoges dans le monde entier.
C'est depuis les hauteurs de la cathédrale Saint-Étienne que nous allons conclure cette émission. J'espère que, comme moi, vous aurez été surpris par ce voyage aux sources de ces patrimoines, mais plus encore séduits par ces femmes, ces hommes, ces artisans, ces artistes qui donnent aux arts du feu toute leur modernité. Ils ont en commun le geste, le savoir-faire, le talent, mais plus encore de la folie, de la créativité. C'est ce qu'on appelle avoir le feu sacré.